Chaque soir à Biot, dès que le ciel se couvre, une angoisse monte dans la ville. Le souvenir d'une nuit de cauchemar que Sandrine Neckelmann n'a jamais pu effacer de sa mémoire. C'était le 3 octobre 2015, dans cette maison. C'est bizarre. Alors, on pense qu'on tourne la page et en fait non. Oui, vraiment beaucoup. Ça fait 8 mois en fait qu'on n'est pas venu. Et en fait, je me rends compte que c'est frais tout ça parce que ça a été vraiment très traumatisant. Cette villa où Sandrine habitait avec sa fille est désormais vide. Donc là, c'était le salon. Ce soir-là, Sandrine est seule chez elle. Dehors, une pluie violente a commencé à tomber, quand soudain, elle entend un grand bruit. Dans la chambre de sa fille, la fenêtre vient de s'ouvrir avec fracas, sous l'assaut d'une vague géante. Ça fait un petit raz-de-marée, effectivement. On a l'impression que c'est la fin du monde. Quand je prends cette photo-là, parce que ma maison était neuve, et je me dis que les assurances, elles ne vont jamais croire l'ampleur des événements, parce qu'on est seul au monde. Les meubles flottent dans la cuisine, l'eau monte très vite, soulève même les lattes du parquet. Je me suis retrouvée un peu coincée et finalement, avec la violence des eaux, le bois s'est cassé, les planches, et j'ai pu sortir de la maison. Sandrine se réfugie chez des voisins dont la maison est surélevée. Dehors, les routes, les trottoirs sont envahis par des flots torrentiels, comme le montre cette vidéo réalisée par un habitant. Attention, venez. La rivière qui traverse la ville est sortie de son lit. C'est le pont et les bagnoles. Bougez pas. Au même moment, non loin de là, Denis Deloppe, lui, se trouve dans son salon, avec sa femme et ses 2 filles. Andrea, 9 ans, est prise de panique. Elle ouvre la porte d'entrée. J'ai essayé de refermer, sauf que j'ai pas eu la force, donc l'eau elle est rentrée et elle m'a projeté dans le canapé. Voilà. Et je l'ai entendu hurler. Ça m'a traumatisé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévalé l'escalier. Ici, il y avait un mur. J'ai sauté par-dessus le mur pour aller récupérer ma fille qui était derrière cette table. C'est des choses qui marquent, qui sont réellement, effrayantes. De voir sa petite qui est là, inerte, paralysée par la peur. À 800 mètres de chez eux, leur grand-mère réside dans une maison de retraite. Ils la pensent en sécurité. Nous étions passés le matin, on était en alerte orange. On nous a dit ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de ce genre de situation. Mais le personnel n'a pas le temps d'évacuer la vingtaine de chambres du rez-de-chaussée. Jacqueline, 91 ans, meurt noyée, comme 2 autres personnes âgées. On était vraiment heureux, regardez ce sourire. Elle était radieuse. C'est de partir comme ça, dans un flot d'eau, si rapidement, qu'elle repose en paix. Ce sont des rues et des parkings engloutis sur la Côte d'Azur. Des routes et des ponts effondrés dans l'Aude. La Seine qui menace de paralyser Paris. Ces 3 dernières années en France, les inondations ont fait une trentaine de morts, des milliers de sinistrés et près d'1 milliard d'euros de dégâts. Ces catastrophes semblent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, 1 Français sur 4 vit en zone inondable. Comment en est-on arrivé là ? Au bord de la Méditerranée, c'est l'histoire d'une ville qui a grandi trop vite et de ses habitants qui se retrouvent pris au piège. À Biot, au Moyen-Âge,
Le vieux village a été construit en hauteur, à l'abri des inondations. Mais depuis 30 ans, les lotissements grignotent toute la vallée. La population a triplé. La famille de Lopp s'est installée ici en 2002, dans cette grande maison rouge avec piscine. Au bord de la rivière, la zone était constructible. Depuis les inondations de 2015, Sandrine et Denis sont obsédés par la météo. Regarde les nuages, regarde ça. Hein? Dès que ça arrive sur le village, en général, il pleut. Hein? Ça arrive comme ça. Ouais. J'ai l'habitude. Je suis branchée perpétuellement sur mon portable avec la météo et le soir, la météo de la une, je regarde. Et dès qu'on passe en alerte orange, ben ça y est, je suis effondrée. Je mange plus, je dors plus. Selon eux, ces intempéries violentes ne peuvent que se multiplier. Cette eau, avant, on ne l'avait pas. Il a tellement plu cette semaine. Voilà, vous voyez, ça fait 50 ans que je vis sur la Côte d'Azur. Je peux vous garantir qu'il y a un changement climatique. Il y avait de gros orages violents, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, c'était terminé. Mais jamais des semaines entières de pluie. Là, ça fait 3 semaines où on a dû voir 4 fois le soleil par apparition. Un stress climatique qui les rend malades. L'été dernier, Denis a fait un AVC et comme sa femme, il est en dépression, traumatisé par les inondations de 2015. Le soleil, la Côte d'Azur, j'arrive à la retraite bientôt. On devrait vivre paisiblement, des jours heureux. Et c'est perturbé aujourd'hui. On a pu cette joie de vivre. Sur le plan personnel, on vous sent encore souvent à fleur de peau. Oui, c'est réellement dur. C'est de revoir ça, on est en pleine période, il a énormément plu ces derniers temps sur la Côte d'Azur. J'ai pas dormi à 2h du matin, j'étais dehors avec mon épouse pour surveiller le niveau de la Brague. C'est dur à supporter. Depuis 3 ans, Denis sent aussi une colère monter en lui. Et à Biot, il n'est pas le seul. 400 habitants se sont rassemblés dans un collectif. Bonjour. C'est le frère de Didier. Pas Didier, mais le frère. Selon eux, les responsables de ces inondations, ce sont les pouvoirs publics. Dans les années 80, il n'y avait aucune réglementation sur les inondations. Les permis de construire près de la rivière étaient facilement délivrés. Ce n'est qu'en 1998 que la préfecture a délimité une zone dangereuse et donc inconstructible le long de la Brague, en rouge sur cette carte. Après les inondations de 2015, la zone a doublé. Les habitants ont été autorisés à rester sur place, mais leurs maisons, 400 au total, ne valent plus grand-chose. Leurs propriétaires se sentent pris au piège. Aujourd'hui, une maison à Biot vaut la moitié de sa valeur. Qui c'est qui va acheter une maison dans une zone dangereuse où vous pouvez risquer votre vie? Il faut être inconscient. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens fortunés et très riches, il y a longtemps qu'ils sont partis de la plaine de la Brague. Les gens qui habitent ici, c'est parce qu'ils ne peuvent plus partir. Ça commence à devenir très tendu au niveau des assurances. Ouais, exact. Pour les assurances automobiles. Ils peuvent pas continuer à assurer des gens pour lesquels ils ont la certitude que tous les 6 ans, ils vont se prendre 1,50 m d'eau. L'assureur, il laisse sa chemise. Mais il y a autre chose qui choque davantage Denis et ses voisins. Tout en autorisant la construction de maisons, la commune et la communauté d'agglomération n'auraient jamais réalisé de travaux suffisants pour canaliser les eaux de pluie. Ça a été fait n'importe comment, ça a été relevé par les associations, et c'est toujours comme ça. Et vous voyez, après les crues, tout ça, on aurait dû l'enlever avec un bulldozer. Regardez en face, pareil. Tout ça aurait dû être enlevé. C'est incroyable, hein? Du sable, des pierres, des branchages encombrent le lit de la rivière. Donc tu vois, là, ils ont nettoyé les cannes de Provence jusque-là. Mais par contre, tous ces limons sont restés. Ça, il faut l'enlever. Il faut qu'on ait aucun arbre dans le lit de la rivière. C'est de la logique. Pour que s'il y a une autre inondation qui arrive, il n'y ait pas toute cette terre et tout qui va faire monter le niveau de la Brague. À chaque crue, tous ces débris viennent boucher les canalisations appelées buses qui passent sous l'autoroute. En mars dernier, en moins d'1 heure,
l'eau est encore montée de plusieurs mètres. Les riverains alertent l'État et le concessionnaire de l'autoroute depuis 20 ans, sans aucun résultat. Regardez, vous avez de la ferraille, des tuyaux, qui fait dans les 30-40 kilos, ça, qui a été emporté par la crue. Et regardez tous les bois qu'il y a, vous imaginez en cas de crue, c'était bouché en 5 minutes. Hein. Et si vous regardez bien au fond, la buse n'est pas droite. Et il faut que l'eau remonte pour sortir. Alors qu'une buse devrait être toute droite. Non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment des travaux d'ensemble, de l'aval jusqu'à la mer, en surdimensionnant pour que l'eau s'écoule. Pourquoi ces travaux ne sont-ils pas réalisés? Après les inondations de 2015, Guylaine Debras, maire de Biot, a été mise en examen pour homicide involontaire. Les sirènes de la ville n'avaient pas fonctionné car il n'y avait plus d'électricité. Depuis, elle a investi dans un nouveau système d'alerte. Ça, c'est pour déclencher l'alerte complète. C'est ici, là, on déclenche. Chaque sirène a sa propre autonomie énergétique et donc tout est autonome. On a un blackout sur la commune, les sirènes peuvent continuer à marcher. Guylaine Debras dénonce la lourdeur administrative. Voilà. Voici le dossier de construction d'un bassin de rétention sur les hauteurs de Biot pour que la pluie ne se déverse pas dans la plaine. Donc vous avez l'enquête parcellaire pour savoir quelles sont les propriétés à exproprier, l'étude d'impact environnemental. Pour un simple bassin, il a fallu faire des études hydrauliques, 2 plans de financement incluant l'État et la communauté d'agglomération, un dossier Natura 2000 sur les espèces protégées, sans oublier les recours en justice des riverains mécontents. Et comme tout ça n'était pas assez compliqué, les règles du jeu viennent encore de changer. Ce dossier-là, il a pris 1 an dernièrement, simplement parce que la compétence est passée de la commune à la communauté d'agglomération, qui elle-même a transmis le dossier au syndicat mixte départemental. Conclusion, depuis 10 ans, le dossier est au point mort. Si demain il y a des pluies aussi violentes que le 3 octobre 2015 qui arrivent sur votre commune, ça va être les mêmes inondations? Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on sera beaucoup plus fort sur l'alerte. Par contre, en termes de rétention, il est clair qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y aura autant de zones inondées? Ah oui. Ah oui. À Biot, l'État a tout de même fait un geste. Depuis quelques mois, il rachète des maisons pour les détruire. Sur ce terrain en bord de rivière, il y avait une villa. Ce n'est plus qu'un champ de gravats. Là, on voit des restes de la piscine. Donc la piscine était là, derrière, et la maison était au fond. L'État a indemnisé le propriétaire au prix de ce que valait la maison en 2015, avant les inondations. Pour ce programme appelé Fonds Barnier, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Les conditions sont strictes. Les maisons qui disposent d'un étage et donc d'un abri en cas de crue ne sont pas concernées. À Biot, seuls 20 propriétaires sur 400 ont pu bénéficier de ce dispositif. Des gens qui ont des maisons en zone très inondable et dangereuse, parce qu'ils ont un étage, on ne peut pas leur acheter leur maison. Oui. Ça vous pose problème, ça? C'est la règle, c'est la loi. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et là, on récolte ce qu'il y a 40 ans d'urbanisation qui n'ont pas été contrôlés. Denis et Sandrine Delop habitent juste à côté. Eux aussi aimeraient vendre leur maison et partir. Mais elle a un étage. Aucune chance qu'elle soit rachetée par l'État. Ça va? On se fait la bise. Pour Denis, c'est une injustice. D'autant que son frère jumeau Didier a pu, lui, bénéficier du programme de rachat par l'État. Attention qu'elle tombe pas, voilà. Sa villa de plein pied, trop dangereuse, a été détruite. Il en construit désormais une nouvelle, loin de la rivière cette fois. Toutes les baies vitrées vont être ici, face à la vue là-bas. J'ai fait creuser la petite piscine. Voilà. Vous êtes en sécurité ici? Sur les hauteurs cette fois-ci. Puis en bas de Biot parce que c'est trop risqué. Et je trouve que c'est injuste parce qu'il y a des gens qui sont dans le même lotissement que moi et qui n'ont pas la chance de pouvoir partir. Pour racheter les 400 maisons inondables de Biot, l'État devrait dépenser au moins 200 millions d'euros.
Pourtant, à d'autres occasions, les pouvoirs publics n'hésitent pas à investir beaucoup d'argent pour des projets situés en zone inondable. Carcassonne était célèbre pour sa citadelle. En 2014, la ville a célébré avec fierté l'ouverture de son nouveau centre hospitalier. Un établissement ultramoderne qui a coûté 150 millions d'euros. Mais le choix du terrain a beaucoup étonné Bruno Isard et Gilles Gadier. On voit que le centre hospitalier est dans une cuvette, qu'il est entouré de plusieurs monticules et que donc, quand l'eau se déverse dans la cuvette, elle ne peut pas s'échapper. C'est une bassine. Cet hôpital a été posé dans une bassine. Ces deux délégués syndicaux, anciens aides-soignants, n'ont jamais compris pourquoi l'hôpital a été construit sur une zone humide. Les champignons. Où les eaux de pluie ont bien du mal à s'écouler. Alors, on ne va pas aller plus loin là parce qu'on va revenir à la nage si on va plus loin. Effectivement, vous pouvez constater que l'eau est affleurante. Et on avait à peu près ce type de végétation sur l'emplacement où a été construit l'hôpital. Le 15 octobre dernier, les faits leur ont visiblement donné raison. Des pluies très violentes s'abattent sur la région. En quelques heures, les sous-sols de l'hôpital sont inondés. 4 ans seulement après son inauguration, jusqu'à 50 cm d'eau dans les moindres recoins, tous les ascenseurs en panne, tout le système informatique hors d'usage, 350 consultations et opérations annulées ou reportées en catastrophe. Ce n'est pas tout. L'unique route d'accès, elle aussi, est inondée. Seuls quelques camions de pompiers peuvent passer. L'eau ne pouvait plus s'évacuer. Le lieu était inaccessible. Et un hôpital coupé du reste du monde et notamment de la population, c'est pas possible. Très ennuyeux pour un hôpital sans équivalent dans la région, à moins d'1 heure de route. Allez. Pour son directeur, Alain Guinamant, l'inondation n'a pas été catastrophique. Bonjour docteur, ça va ? Ça va. Selon lui, la crise a été plutôt bien gérée. Ici, on n'a pas été inondé. Donc, il n'y a jamais eu d'eau au niveau du rez-de-chaussée et dans les niveaux qui accueillent les visiteurs et puis les patients. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé évacuer l'hôpital ? Non. Non. Jamais ? Non. Pas d'eau dans les étages, mais au sous-sol, l'inondation a bien paralysé l'hôpital. Ici, au plus fort de l'inondation, on avait entre 40 et 50 cm d'eau. Rien que pour remettre en service les 18 ascenseurs, il a fallu près d'1 semaine. Sous la cage d'ascenseur, il y a une fosse et ces fosses donc, ont été inondées. On n'avait pas d'ascenseur, donc les patients, il a fallu les transporter et les brancarder dans les escaliers. La fierté de l'établissement, c'était ses navettes robotisées. Dans les sous-sols, elles transportaient les repas, le linge et les médicaments. L'hôpital en avait acheté 11 à 80 000 € pièce. Elles ont été très abîmées par l'inondation. Elles ont été touchées par l'eau, oui. Donc là, pour l'instant, elles sont en train d'être expertisées par le prestataire pour une remise en état dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Selon Alain Guinamant, cette inondation est due à un petit dysfonctionnement. Cette grille de désenfumage, construite trop près du sol. L'eau, en fait, s'est engouffrée. On a même la trace du niveau le plus haut. Il y a eu beaucoup d'eau, oui. Vous pensez que c'est une seule grille de désenfumage qui a suffi à inonder tout l'hôpital ? Vraisemblablement, oui. Ouais, ça paraît surprenant, mais le flux qui est arrivé était tellement important. D'où venait toute cette eau ? À Carcassonne, ce n'est un secret pour personne. Le terrain de l'hôpital a toujours été connu comme inondable. Il est à la confluence de plusieurs ruisseaux. Il y a aussi à cet endroit une nappe d'eau souterraine peu profonde, comme le montre une étude technique réalisée avant le début des travaux. La zone présente une forme de cuvette qui était localement inondée en saison pluvieuse. Le niveau de la nappe est très proche du terrain naturel. Qui a eu l'idée de construire l'hôpital à cet endroit ? Nous avons posé la question au maire de Carcassonne, Gérard Lara.
qui a eu bien du mal à nous trouver une place dans son agenda. Oui, Vie civile, je suis journaliste de France 2 d'envoyé spécial sur l'hôpital. D'accord. Il n'y avait pas d'autres terrains possibles à Carcassonne, moins risqués? Moi, je n'ai jamais choisi ces terrains. Enfin, je ne me défausse pas parce que je ne vais pas me défausser. Donc, c'était des décisions qui ont été prises par des élus, par l'ancien directeur de l'hôpital. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, c'est Raymond Chéza, l'ancien maire, qui avait lancé cette idée. Mais après son décès en 2005, c'est son ancien adjoint, Gérard Lara, qui lui succède et soutient tout le projet. Il est également président du conseil d'administration de l'hôpital quand l'établissement achète les terrains en 2006. Et en 2014, à la télévision locale, c'est encore lui qui célèbre la fin des travaux. C'est un très grand jour pour Carcassonne. Moi, j'étais à l'origine également des négociations et surtout du choix de l'équipe d'architectes. Et on se rend compte qu'effectivement, la réalisation est au rendez-vous. C'est un très, très bel hôpital du XXIe siècle. Mais après l'inondation, cet hôpital dont il était si fier, Gérard Lara n'a plus envie d'en parler. Et il n'apprécie guère notre insistance. Le maire n'est pas le personnage central de votre opération. Le maire de Carcassonne n'est pas le personnage central de votre opération. C'est l'hôpital. Vous me prenez pour un con, vous. Vous me regardez, vous vous foutez de moi, non? Non? C'est pas dans mes habitudes, non? Non, mais je pose une question. Non, pas du tout. Pas du tout? Parce que vu votre regard, j'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Ah non, je ne me permettrai pas, monsieur Lara. Parce qu'il ne faut pas trop s'amuser à ça. C'est-à-dire? Bon, alors donc j'ai mal interprété votre regard. Journaliste, je vais vous poser des questions. Non, mais... Aujourd'hui, la mairie de Carcassonne rejette la responsabilité de l'inondation sur l'État, et plus précisément sur la direction départementale des territoires et de la mer. C'est cet organisme qui a validé le permis de construire. Bonjour. Marc Vetter en est le directeur adjoint. Selon lui, le risque d'inondation a bel et bien été pris en compte. C'est l'avis qu'on a adressé à la mairie. On tient compte du ruisseau Saint-Martin, donc le ruisseau qui concerne la zone. Et donc le 8 novembre 2010, l'État a émis un avis favorable à une condition, que l'hôpital soit surélevé. Le bâtiment a donc été construit sur un remblai de 4 mètres de haut. Mais les sous-sols creusés dans ce remblai ne sont, eux, qu'à 60 cm au-dessus du terrain initial. Selon leurs calculs, cette marge de 60 cm devait être suffisante. La pluie très violente les a dépassés. Sur un point pourtant, Marc Vetter a du mal à se justifier. Ses services ont exigé que l'hôpital soit surélevé, mais pas la route d'accès. Sur ce plan, la route ici, elle reste-t-elle en zone inondable. Donc cette route d'accès peut être inondée par plus de 50 cm d'eau. Et effectivement, lors de l'inondation, on a eu ce cas de figure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas surélevé aussi la route? Eh bien, on n'a pas surélevé la route parce que le parti qui a été pris a été de privilégier la sécurité des patients et donc d'accepter donc que la route ne bénéficie pas du même niveau de protection. Pourquoi on n'a pas fait la route? Il y a eu un oubli, On a surélevé l'hôpital. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Hein, quoi. La préfecture et la mairie réfléchissent aujourd'hui à une deuxième route d'accès, non inondable cette fois, financée comme l'hôpital, sur des fonds publics. Malgré les risques, certains élus estiment pourtant qu'ils n'ont pas le choix. Dans les grandes villes, la demande de logement explose. Les terrains inondables sont souvent les seuls encore disponibles. Une région est particulièrement concernée, l'Île-de-France. 800 000 personnes y vivent déjà sous la menace d'une crue. Pourtant, le long de la Seine, des chantiers partout. Voici Villeneuve-le-Roi, 20 000 habitants. L'hiver dernier, la Seine a encore envahi les quais. En cas de crue record, comme en 1910,
c'est la moitié de la commune qui serait submergée. Mais son maire, Didier Gonzalez, n'a pas peur de l'eau. On a du mal à imaginer qu'elle puisse monter quand même, parce que regardez, elle se trouve assez en contrebas. Dans sa ville, Didier Gonzalez construit beaucoup en ce moment. Il assure qu'il a tiré des leçons du passé. Juste devant vous, vous avez la crèche et ici le centre de loisirs. Et les 3 bâtiments sont communicants en hauteur, le tout sur pilotis. C'est-à-dire que vous avez tous les organes, chauffage, électricité, etc., qui se trouvent bien sûr à l'étage. Des bâtiments publics sur pilotis et des fossés pour absorber l'eau. Si la Seine déborde, ce jardin public en forme de cuvette se transforme en réservoir géant. Ces dernières années, la ville a dépensé 3 millions d'euros pour ses aménagements. Non, mais le coin est super sympa, hein. Je peux vous dire, il est bien ici. Hein. La Seine est merveilleuse en temps normal. Bon, donc il faut juste qu'on arrive à trouver le moyen de répondre à ce risque, mais de manière adaptée. L'adaptation dans ce nouveau quartier au nord de la ville, c'est 1200 appartements, tous surélevés, et une route d'accès, elle aussi rehaussée, pour rester praticable, même en cas de crue record. La crue de 1910, c'est le bandeau blanc, voilà. C'est-à-dire quasiment au niveau où nous sommes. Les parkings, par contre, ont été creusés dans le sol pour que l'eau puisse s'y déverser. Et les véhicules sont déplacés en cas d'inondation. Et on a le temps de déplacer son véhicule? Ah oui, parce que ici nous sommes sur les inondations de la Seine sont des inondations à cinétique lente, c'est-à-dire que les choses arrivent très doucement. On n'est pas comme au Mont-Saint-Michel où ça arrive au cheval au galop. Les nouveaux habitants sont-ils au courant des risques? Nous avons pris rendez-vous chez le promoteur. Nous filmons en caméra cachée. Les gens achètent sur plan 2 ans avant. D'accord. C'est pris d'assaut, on est à 15 minutes de Paris. Le commercial nous montre de belles plaquettes. Les inondations, il n'en parle pas spontanément. Quand on lui pose la question, il se veut rassurant. 40 à 2 pièces. Quoi. Il n'y a pas de risque de débordement de la Seine? On a l'expérience, rassurez-vous, au maximum, ce sont les sous-sols. Mais ça arrive, c'est jamais, ça arrive pas tous les ans, ça arrive tous les 10 ans. Et de temps en temps, au pire, c'est un peu d'eau dans le sous-sol. Quelques centimètres d'eau tous les 10 ans. Ce discours, le promoteur l'avait aussi tenu à Alain Darras quand il a acheté son appartement. La réalité est tout autre. Son parking a été submergé 2 fois en 2 ans. C'était à l'arrière du bâtiment. La Seine était en crue mais n'avait pas débordé. L'eau a jailli de ce talus. D'un coup, on a vu un petit trou qui s'est formé et l'eau qui sortait. Il y avait beaucoup d'eau? Ah oui, il y avait beaucoup d'eau. Là, on voit bien, c'est en train de se remplir. L'eau s'est engouffrée dans les grilles d'aération des parkings. Ça a commencé à inonder tout ce côté-là. C'est arrivé jusqu'à l'autre côté. Le parking est monté, a été inondé jusqu'au-dessus des bornes. De l'autre côté, il y a eu un résident qui était en vacances. Son véhicule est resté sous l'eau. Donc la voiture, elle est partie à la casse. L'eau viendrait d'une canalisation souterraine reliée à la Seine, dont ni le promoteur ni la mairie ne connaissaient l'existence. On se demande comment on a pu faire une construction avec une canalisation sans savoir à qui elle est. C'est une canalisation fantôme. À Villeneuve-le-Roi, les promoteurs ont construit avec de belles intentions, en négligeant parfois des petits détails. La famille Yagbona a emménagé dans cette résidence HLM, complètement rénovée. Un appartement surélevé, donc non inondable. Mais les compteurs EDF ont été laissés au ras du sol. L'hiver dernier, la Seine a débordé. Il y avait des signes en bas de l'immeuble. Les compteurs ont disjoncté. Là. Ouais, les 2 compteurs sont dans l'eau. Tout l'immeuble fonctionne à l'électricité. Pendant 10 jours, plus de frigo, ni de radiateur, ni d'eau chaude. Il n'y avait pas de chauffage, donc on est obligé de chauffer de l'eau ici sur cette barbecue avec les charbons. Donc on mettait les charbons comme ça, monsieur, pour chauffer de l'eau avec. Dans le casserole.
Coupé du monde, éclairage à la bougie. Franchement, il faisait froid. On mettait même moins 2, moins 3, mais on dormait avec 2 jogging. 2 jogging, avec le pull. Couverture. Couette, 2 couettes sur nous. La famille redoute une nouvelle inondation. Cet hiver, heureusement, la Seine est restée calme. Depuis notre tournage, EDF a même promis de changer bientôt l'emplacement des compteurs.